je suis chimiste, hein, j'ai fait des études d'ingénieur dans une école à Paris. Et ensuite, j'ai décidé de faire une carrière académique en entrant au CNRS et pendant 40 ans, j'ai travaillé dans le domaine de la chimie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la chimie dans la vie courante. Donc, en fait, une fois, j'étais chez le coiffeur et le coiffeur me demande quelle est votre profession. Et je dis, je suis chimiste. Alors, il a poussé un cri d'horreur. Et il m'a dit, vous aimez ça? J'ai dit, oui, j'adore la chimie. Alors il m'a dit, mais c'est dangereux. Alors en fait, j'ai dit, mais donnez-moi ce flacon de shampoing qui était sur son présentoir. Et je lui ai dit, vous voyez, toutes ces petites phrases ici, tout ça, c'est des molécules chimiques. Et je lui ai dit, même l'eau que nous buvons a une formule chimique. Donc en fait, tout ça, c'est de la chimie. Donc il était vraiment très surpris. Pour lui, la chimie, c'est forcément dangereux. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer que la chimie est partout. Hein. Tout l'univers est composé d'éléments chimiques. Nous vivons dans un monde chimique et nous réalisons nous-mêmes, sans savoir, des expériences de chimie. Donc en respirant, en mangeant, en cuisinant, en nous soignant, en nous lavant et en créant. Alors pour comprendre la chimie, il faut revenir donc à la base, c'est-à-dire l'atome. Donc l'atome est constitué d'un noyau, lui-même constitué de protons qui ont une charge électrique positive et composé de neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Autour de ce noyau gravitent des électrons. Les électrons ont une charge électrique négative. Donc le noyau est très condensé. Mais le volume de l'atome, vous voyez, est beaucoup plus grand que le volume du noyau, parce que les électrons, en fait, tournent autour du noyau. Et il y a une distance relativement grande, et en fait, entre les électrons et le noyau, il y a du vide. Donc en fait, on a l'impression qu'on est constitué de vide. Et si par exemple, vous prenez une roue de bicyclette, si la roue est au repos, vous pouvez passer votre main. Et si la roue tourne très très vite, c'est impossible de passer la main. Donc en fait, ce vide en fait, est comblé par les électrons qui tournent donc autour du noyau. Donc ces électrons sont dans ce qu'on appelle des orbitales et elles sont à différentes distances du noyau. Donc globalement, le vide est comblé par la vitesse des électrons. Donc on représente un atome, l'appelé ici grand M, on le caractérise par deux chiffres. Le chiffre Z, qui est le nombre atomique, donc c'est le nombre de protons, et le chiffre A, qui est la somme du nombre de protons et de neutrons. Comme la masse des électrons est toute petite, grosso modo, donc, ce chiffre grand A, ce nombre de masse, qui est la somme des protons et des neutrons, représente la masse de l'atome. À l'état fondamental, il y a autant d'électrons que de protons, donc à l'état fondamental, l'atome est neutre. Alors, il y a des atomes qui ont le même nombre de protons et d'électrons, mais le nombre de neutrons est différent. Par exemple, le carbone, donc le charbon, le noir de charbon. Donc lui, il a 6 protons et 6 neutrons, donc on dit que c'est du carbone 12. Mais dans ce carbone 12, il y a une petite quantité de carbone 13, c'est-à-dire qu'il y a un neutron en plus. Et dans les végétaux, il y a du carbone 14, il y a donc 2 neutrons en plus. Et ce carbone 14 est radioactif, donc il se désintègre au cours du temps. Et donc on utilise ce carbone 14 pour faire des datations. Si par exemple dans une tombe on trouve un petit grain un pépin de raisin, on est capable, en dosant la quantité de carbone 13 qu'il contient, de trouver à quelle date il a été produit. Donc ça permet des datations jusqu'à 45 000 ans avant Jésus-Christ. Les isotopes, mais j'ai oublié de dire que quand ils ont un nombre de protons, neutrons différents, sont des isotopes. Alors il y a les isotopes de l'uranium qui sont bien connus. L'isotope 238, 235, celui-ci est radioactif et c'est le combustible des centrales nucléaires. Donc la science qui fait intervenir les neutrons, c'est la physique. Et la science qui fait intervenir les électrons, c'est la chimie. En effet, à partir d'un atome neutre, on peut créer des ions positifs, qu'on appelle cations. C'est un atome qui a perdu des électrons. Donc il en perd un, comme le lithium, c'est ce qu'on trouve dans les batteries, ou le magnésium qui lui en perd deux. Donc en fait, on perd les électrons qui sont le plus éloignés du noyau.
Ça, c'est une oxydation. On peut aussi créer à partir d'un atome neutre un ion négatif qu'on appelle anion. Et là, l'atome a gagné des électrons. Par exemple, les chlorures ou le dioxygène, l'anion dioxygène qu'on trouve dans les oxydes, et c'est la réduction. Donc en fait, la chimie, c'est la création de liaisons chimiques entre des atomes grâce aux électrons de valence. Donc ces électrons, les électrons qui sont le plus éloignés du noyau, on va pouvoir arracher à un atome, ou au contraire, on va pouvoir en donner. Donc les atomes, les éléments chimiques sont placés dans un tableau périodique, qu'on appelle tableau périodique, ou tableau de Mendeleïev, parce que ce chercheur russe, en 1869, avait eu l'intuition qu'on pouvait classer tous les éléments chimiques dans un tableau périodique. Donc vous voyez, quand on descend une colonne, ou quand on se déplace le long d'une ligne, on augmente la masse atomique des atomes, et en fait, en 2014, il y avait 118 éléments chimiques. Vous voyez ici, le 118. Donc 94 existent sur la Terre, donc on va jusqu'au plutonium. Et ensuite, tous ces éléments que vous voyez ici ont été fabriqués artificiellement. Donc vous voyez que mon tableau il est antérieur à 2014, parce qu'ici, il y a 3 cases vides, et qui depuis 2014 ont été comblées. Donc on essaie, au-delà des 94 éléments qui existent sur la Terre, on essaie d'en fabriquer toujours des nouveaux. Donc souvent, ils sont très instables et très fugitifs, et on ne peut même pas les accumuler, mais c'est la recherche académique. Alors, origine des noms, vous voyez que chaque atome a un acronyme. Donc, la mythologie, par exemple, le tantale, donc tantale, on nomme Théa. Le mercure, donc le mercure, c'est pas aimé, mais c'est Hg, donc ça vient du latin, parce que le mercure qui est ici, c'est le seul métal qui soit liquide à température ambiante. Et donc, c'était hydragérium, donc Hg. On a emprunté aussi le nom des éléments à la géographie, par exemple le polonium, découvert par Marie Curie, le francium, l'europium, l'ytterbium, donc c'est bien d'un village suédois qui a des mines d'ytterbium. C'est aussi emprunté à la couleur, par exemple Rb, c'est le rubidium qui est rouge, où on peut leur donner le nom d'un scientifique, comme curium, qui vient évidemment de Curie, et fermium, qui vient de Fermi. Alors vous voyez que les derniers éléments n'ont pas de nom, on les appelle UUN, UU, parce qu'on ne leur a pas encore donné de nom. Alors, parmi les 94 éléments qui existent à l'état naturel, donc jusqu'au plutonium, en fait, ils existent à l'état naturel, mais pas sous forme élémentaire, donc, sauf le cuivre, on trouve du cuivre à l'état naturel, de l'argent et de l'or, on trouve encore des pépites d'or, et il y a d'autres éléments qui existent aussi en tant que tels, c'est-à-dire que l'hélium et puis tous les gaz qu'on appelle des gaz rares. Donc vous reconnaissez le néon, on trouve dans les tubes cathodiques, l'argon, le krypton aussi qui est dans les... Donc tout ça, tous ces éléments-là qu'on appelle les gaz rares, les gaz sont formés, donc existent à l'état naturel. Il y a d'autres éléments qui existent aussi à l'état naturel, mais pas sous forme d'atome. C'est le cas de l'hydrogène, H2. C'est le cas de l'azote de l'air. Donc l'azote de l'air, c'est deux atomes d'azote. On devrait donc dire le diazote. On dit le dioxygène, c'est l'oxygène de l'air. Dans cette ligne-là, on a ce qu'on appelle les halogènes. Eux aussi existent à l'état naturel, mais sous forme de molécules avec 2 atomes, comme le fluor et le chlore. Et le soufre, qu'on trouve à l'état naissant dans certains volcans, eh bien lui n'existe pas à l'état de soufre, mais il est S8, c'est-à-dire que c'est 8 atomes de soufre qui sont associés, et il existe donc sous cette forme-là parce qu'il est plus stable que s'il était tout seul. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments? Donc vous voyez que quand on passe de l'hydrogène à l'hélium, du lithium au néon, etc., on ajoute des électrons, des protons, jusqu'à arriver donc à 118 protons donc, dans cet élément-là. Alors, Mendeleïev avait eu l'intuition qu'on devait classer tous ces éléments dans un tableau périodique parce qu'il avait observé une certaine analogie chimique, même réactivité chimique, par exemple, on descend cette colonne. Donc, on prend cette colonne, donc le lithium, le sodium, c'est la colonne des métaux alcalins. En fait, à tous ces éléments, on peut arracher un électron, donc un électron de valence,
Et donc, on va former des cations, Ni+, Na+, qui vont avoir comme propriété de s'associer à, par exemple, un chlorure. Si maintenant on prend la deuxième colonne, c'est la colonne des alcalinotéreux, magnésium, calcium, eux, ils ont 2 électrons de valence qu'on va pouvoir retirer, et donc on va pouvoir les associer à 2 chlorures. Donc, en fait, tous les éléments de cette colonne vont avoir la même propriété, c'est-à-dire de s'associer à 2 chlorures. Ensuite, si on passe à l'aluminium, il y a 3 électrodes de valence qu'on va pouvoir retirer. Donc on va avoir un trichlorure d'aluminium. Si on a le silicium, un tétrachlorure de silicium. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on augmente la quantité d'électrons de valence qu'on va pouvoir retirer. Et par exemple, dans cette colonne, eh bien, c'est le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Ils vont avoir comme propriété, eux, d'accepter un électron dans leur couche de valence et on peut pouvoir les associer au lithium, au sodium, etc. Donc vous voyez que quand on descend une colonne, eh bien, grosso modo, les éléments chimiques ont des propriétés similaires. Et c'est quoi la couche de valence? Comment? La couche de valence? C'est la dernière couche d'électrons. C'est-à-dire c'est les électrons qui sont les plus éloignés du noyau. Donc évidemment, on va pouvoir les retirer plus facilement, parce qu'ils sont plus éloignés du... Et si leur couche n'est pas... Parce que dans chaque orbital, on peut mettre 2 électrons, donc quelquefois, ça dépend des orbitales, des fois 10, des fois 14. Et donc, on va pouvoir rajouter des éléments dans cette couche de valence. Alors, donc là, j'ai parlé des principales colonnes. Alors, Mendeleïev avait eu l'intuition, avec Lassé, donc ces éléments, des éléments qu'il connaissait à l'époque. Par exemple, ici, l'iode n'était pas connu, donc en fait, il avait laissé un petit carré blanc. Il était sûr qu'il y avait un élément qui serait placé ici, qui aurait les mêmes propriétés, des propriétés semblables, donc au fluor, au chlore et au... Donc au milieu, là, vous avez tous ces éléments qui sont en bleu, qu'on appelle les métaux de transition. Donc eux, ils ont 10 électrons de valence, donc en fait, on va pouvoir retirer un électron, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, ils ont des propriétés, ils sont très très riches, ils ont des propriétés chimiques très riches, et ils sont utilisés comme catalyseurs. Par exemple, dans les pots catalytiques, vous avez du rhodium, du palladium, et en fait, le rhodium et le palladium sont capables de fixer le monoxyde de carbone ou les oxydes d'azote qui sont rejetés, qui proviennent de la combustion de l'essence. Donc, tous ces métaux maintenant sont très utilisés comme catalyseurs. Donc ici aussi, on a une ligne là, qui vient en fait des lanthanides. Donc on appelle ces éléments les lanthanides ou terres rares. Et pourquoi rares? Parce qu'en fait, il y en a très peu. Donc, et récemment, tous ces éléments sont utilisés en électronique ou dans les LED. Donc en fait, il faut absolument avoir des terres rares. Et actuellement, c'est la Chine qui contrôle la production de terres rares. Donc en fait, on se bat pour avoir des terres rares. Et ensuite, cette colonne en noir, eh bien, c'est bien des actinides. Donc là, c'est tous les éléments radioactifs qu'on utilise dans les centrales nucléaires, par exemple l'uranium, le plutonium, ou qui sont produits par des intégrations comme le thorium, etc. Donc tous ces éléments sont radioactifs. Donc voici comment tous les éléments sont placés. Donc en fait, on peut deviner les propriétés en descendant la colonne. Donc la chimie, c'est la science de la transformation et combinaison des éléments chimiques. Donc les molécules sont des combinaisons d'éléments chimiques. Par exemple, la molécule d'eau, H2O, donc elles ont 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc il y a une variante, c'est l'eau oxygénée, qui, elle, comporte 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Donc la chimie est divisée en 2. Donc il y a la chimie minérale, c'est la chimie des solides. Donc tous les solides sur Terre, les minerais, les volcans, tout ce qui est rejeté par les volcans, c'est de la chimie minérale. D'ailleurs, les volcans sont très, très pollueurs, puisqu'ils rejettent beaucoup de métaux lourds, du mercure, alors pas seulement les volcans qui sont sur la Terre, mais les volcans aussi qui sont dans les mers. Donc c'est une chimie minérale très riche, la chimie des volcans. Donc l'autre domaine de la chimie, c'est la chimie organique, c'est la chimie des molécules qui contiennent du carbone. Évidemment, au carbone sont associés de l'hydrogène, des azotes, de l'oxygène et du soufre. Et cette chimie organique est à l'origine de la vie. Donc en effet, il y a 9 acides aminés essentiels qui sont les constituants de l'ADN. Donc un acide aminé, c'est un carbone qui possède donc
un groupe acide, COH, et un groupe amine, donc c'est pour ça qu'on appelle acide aminé. Donc le carbone a 4 liaisons, et les acides aminés vont se différencier par le groupe R. Donc je vous en ai donné 2 exemples, le tryptophane et la méthionine, pour vous montrer qu'on peut avoir du soufre dans ces molécules. Donc vous voyez que ce carbone possède un groupement amine et un groupement acide. Alors quand on fait de la chimie organique, vous voyez là ici j'ai écrit de carbone, mais ici je n'ai pas écrit de carbone. Parce qu'en fait ça alourdirait les formules, mais on sait qu'à l'intersection de ces 2 bâtonnets, qui sont en fait des liaisons chimiques, il y a un carbone. Et ici, donc, comme le carbone est tétravalent, il y aura un hydrogène, et ici il y en aura 2. Il y a aussi des molécules insaturées, comme ça, où vous voyez que ce cycle A6 possède donc 6 carbones, et comme c'est le carbone sont insaturés, eh bien ici il y a un hydrogène. Donc en fait, quand on fait de la chimie organique, on simplifie l'écriture des formules et on ne marque pas les carbones. Mais il faut bien retenir qu'entre chaque liaison, ici, il y a un carbone. Donc cette chimie organique, c'est la chimie des molécules qui possèdent du carbone. Donc vous voyez que c'est à l'origine de la vie, puisque sans les acides aminés, nous n'existerions pas. Donc ce sont des constituants de l'ADN. Alors la chimie, on dit que la chimie est dangereuse. Alors quand on prend du sodium métallique, ce sodium est très dangereux. En effet, si vous mettez un peu de sodium dans l'eau, vous avez une réaction très violente qui dégage de la chaleur, et en forme de la soupe et d'hydrogène, il peut s'enflammer. Donc le sodium à l'état métallique est très dangereux. Et pourtant, il était utilisé dans le supergénérateur, Superphénix, comme fluide caloporteur. Donc quand j'ai découvert qu'on utilisait le sodium comme fluide caloporteur dans les surgénérateurs, c'est-à-dire qu'il est capable d'emmagasiner l'énergie produite par la réaction nucléaire pour le transférer à l'autre qui donne de la vapeur et qui fait tourner les turbines. Donc en fait, pour un chimiste, utiliser du sodium en plus liquide, à chaud, comme dans un surgénérateur, ça paraissait complètement aberrant. En fait, ce sont sûrement des physiciens qui ont pris cette décision, parce que jamais un chimiste n'aurait proposé. Mais comme c'est les physiciens, ils voient les propriétés physiques, donc excellent fluide caloporteur, donc on met du sodium. Donc le surgénérateur, le Superphénix, a été arrêté, mais on est encore en train de détruire le sodium. Alors le sodium est très dangereux. Le chlore, donc c'est un gaz toxique qui est utilisé, un gaz de combat. Donc on a aussi ici un élément, ici cette molécule qui est très dangereuse, mais la combinaison des deux va donner du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est Na plus Cl-, c'est le sel de cuisine. Donc il n'est pas dangereux à faible dose, évidemment. Donc en fait, vous voyez que de deux produits très toxiques, on peut faire une molécule qui, elle, ne l'est pas. Bon, le fluor, c'est pareil, c'est un gaz toxique, mais on met des ions fluorures dans le dentifrice, donc ils sont inoffensifs dans le dentifrice. Donc en fait, quand on parle de dangerosité, il faut bien faire attention parce qu'en fait, la dangerosité dépend du degré d'oxydation d'éléments. Donc voilà, ici, sodium, c'est degré d'oxydation 0, c'est un métal. Ici, c'est plus 1, il y a une charge plus. Donc on voit qu'ici, il n'est pas dangereux. Mais ça dépend aussi de la concentration des molécules. Dans l'acide acétique, c'est le constituant du vinaigre. C'est ce qui donne l'acidité au vinaigre. Et donc, il est inoffensif dans le vinaigre, on en mange tous les jours. Mais si vous buvez de l'acide acétique pur, vous allez avoir des problèmes. Donc, il est toxique à forte dose. Donc, on voit que la dangerosité des éléments dépend du degré d'oxydation d'éléments et de la concentration aussi des molécules. Alors, les débuts de la chimie. Alors, on dit que la chimie est née avec la maîtrise du feu. Donc, en Mésopotamie, 5000 ans avant Jésus-Christ, on a fabriqué du verre. Donc, le verre, c'est à partir du sable du désert. Le sable, c'est de la silice, SiO2. Donc, les SiO2 font à très haute température. Donc, à cette époque, on ne savait pas produire des si hautes températures. Mais en fait, on ajoutait des fondants, par exemple de la soude ou de la chaux, et ça abaisse la température de fusion de la silice, et ainsi on a fait du verre. Donc je pense que les Mésopotamiens ont trouvé ça tout à fait par hasard, en faisant des feux, en brûlant du bois, eh bien il y avait du sable en dessous, et tout d'un coup ils ont vu apparaître du verre. Ensuite, on a ajouté des additifs, comme l'oxyde de plomb, et ça donne le cristal.
Donc la découverte du cristal est attribuée à Palambo en Angleterre, 727, mais dans le musée du Caire, on trouve sur les yeux du pharaon Rahotep des lentilles en cristal. Donc en fait, les Égyptiens avaient aussi découvert le cristal, donc tout à fait par hasard. Probablement, il y avait de l'oxyde de plomb mélangé à du sable et ça a donné du cristal. Donc, conséquence aussi de la maîtrise du feu, les céramiques. Donc, on a fabriqué des céramiques il y a plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, c'est l'art de façonner des argiles. Les argiles, ce sont des silicates d'alumine hydraté. Donc, ce sont des mélanges de silice, d'oxyde d'aluminium et de l'eau. Alors, probablement, à cette époque-là, on avait remarqué que quand on prenait de l'argile, qu'on mettait de l'eau, on arrivait à fabriquer, donc on avait de la glaise, on arrivait donc à fabriquer des objets et qui ensuite séchaient, devenaient plus durs et portés à plus haute température, ça donnait des solides. Donc si on chauffe à 900 degrés, on a des poteries en cuite, qui ne sont pas très solides, mais si on chauffe à plus haute température, on fabrique des grès, des faïences et à très haute température des porcelaines. Donc j'ai représenté ici schématiquement donc, ce que c'est qu'une argile. Hein, donc on a des feuillets avec des atomes d'oxygène, d'hydroxyde, d'aluminium. On peut aussi introduire des cations métalliques. Et donc là aussi, on a fait donc une sorte de la chimie sans le savoir, en travaillant donc cette argile. Alors au début, les poteries étaient peintes avec des couleurs assez sombres, des marrons, des rouges, des oranges, des jaunes, parce qu'en fait, on pouvait rajouter des colorants à base d'oxyde de fer naturel, comme ces deux dérivés du fer. En Chine est apparue d'abord la porcelaine, qui au départ était bleue. Alors pourquoi est-ce qu'au départ elle était bleue? Parce qu'en fait, la couleur bleue est due à un oxyde de cobalt. Donc on avait cet oxyde de cobalt dont on imprégnait la porcelaine et en le portant à une température relativement faible, on obtenait la couleur bleue. Donc après, quand on a voulu introduire des rouges et des verts, il a fallu chauffer à beaucoup plus haute température. C'est pour ça que les premières couleurs qui sont apparues sur les porcelaines, la première couleur qui est apparue, c'est du bleu. Donc aussi, autre conséquence de la maîtrise du feu, la métallurgie. Donc l'or, le cuivre existe à l'état naturel. Donc il paraît que maintenant il n'y a plus du tout de cuivre à l'état naturel. Donc il est sous forme d'oxyde, de sulfure. Il faut le transformer pour obtenir du cuivre. Et le fer, par contre, lui, n'existe pas à l'état naturel. Il existe sous forme d'oxyde. Donc on a d'abord vu l'âge du cuivre, donc 4000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, sur à peu près tous les continents. Donc on prenait du cuivre natif et on le faisait fondre. Donc ça, c'est pas de la chimie, hein, puisqu'on transforme le cuivre en une autre molécule. Et on trouve des objets en cuivre au Moyen-Orient, 8700 avant Jésus-Christ. Alors c'est aussi le début de la monnaie, parce que grâce à la terre cuite, à l'argile, on pouvait faire des moules en terre cuite. Et donc on pouvait couler du cuivre et faire de la monnaie. Donc, ensuite est venu l'âge du bronze. Donc là, on a commencé à faire de la chimie, toujours sans le savoir en quelque sorte. Donc le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Donc cet alliage est beaucoup plus dur que le cuivre. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire des objets en bronze, des objets en cuivre. Donc le zinc, l'étain, représenté par SN. Donc l'étain n'existe pas à l'état natif, mais en fait, ce qui existe, c'est des oxydes d'étain. Donc probablement, à cette époque, quand on faisait des feux de bois, on récupérait du charbon de bois, et en fait, s'il y avait de l'oxyde d'étain, on a vu apparaître un métal, et c'était l'étain. Donc là, il faut chauffer à 1000 degrés. Donc ensuite, en mélangeant l'étain avec le cuivre, on a fait du bronze. Ensuite est apparu l'âge de fer. Donc l'âge de fer est apparu plus tard, parce que le fer est formé aussi par réduction des oxydes de fer par du carbone. Et vous voyez qu'ici, il faut chauffer beaucoup plus, à une plus haute température, pour obtenir du fer. Donc ça, c'était fait dans des creusets, donc on peut appeler ça un bas fourneau. Et plus tard, on a fait de l'acier, vers 700 avant Jésus-Christ, qui est un alliage de fer et de carbone. Donc là, grâce à l'argile, qui est utilisée comme matériau réfractaire, on a pu construire des fours, hein. On a pu ventiler ces fours, donc on a pu atteindre la température de fusion du fer, et en présence de carbone, on a fait l'acier. Donc c'est là que vient le nom haut fourneau.
Donc vous voyez que donc dans cette métallurgie, on a donc réussi, en fait, sans connaître ni la formule des produits, ni les réactions qu'on faisait, c'est-à-dire des réductions, on a réussi donc à travailler les métaux et à fabriquer donc des alliages comme le bronze ou l'acier. Ensuite, il y a une période un peu plus obscure, le Moyen-Âge, la Renaissance. Alors on parlait toujours pas de chimie, mais on parlait d'alchimie. C'est un mot d'origine arabe. Et c'était un peu, on recherche de la pierre philosophale qui permettrait de transformer les métaux en or. Donc on voulait transformer tous les métaux en or, le mercure, etc. Donc finalement, ça c'est impossible. Alors il y avait aussi une chimie qui se développait, c'est la chimie des poisons. Donc par exemple, Catherine de Médicis, beaucoup utilisaient les poisons. Et on soignait les malades avec des dérivés du mercure, de l'arsenic. Donc à petite dose, ça va, mais vous voyez que le mercure et l'arsenic, à forte dose, c'est très toxique. Donc en fait, le remède était plus nocif que le mal. Donc je vais passer sur cette période pour arriver au XVIIIe siècle, où là est apparue la notion de chimie. En fait, c'est Lavoisier, donc un Français qui a été guillotiné en 1793, qui a donc posé les bases modernes de la chimie en donnant une théorie de la combustion basée sur des pesées. Alors si par exemple on prend un morceau d'étain, on le met dans une atmosphère confinée d'air, si on chauffe, eh bien à la fin, donc par des pesées, on trouve qu'on obtient plus de matière qu'au départ. Et que l'air, la quantité d'air est inférieure. Donc ça veut dire que dans l'air, il y a de l'oxygène qui est capable de réagir avec l'étain pour donner de l'oxyde d'étain. Et si on a un excès d'étain, eh bien il avait remarqué qu'une fois que l'oxygène est consommé, bien qu'il reste encore de l'air, un gaz, plus aucune réaction ne se produisait parce qu'il y avait de l'azote. Donc en fait, dans l'air, il y a un mélange d'oxygène et d'azote, et seul l'oxygène est capable d'oxyder les métaux. Donc tout ça, c'était basé sur des pesées. Donc en fait, on dit que c'est sa femme qui faisait toutes les expériences. Donc en fait, lui, il a été guillotiné, c'était un fermier général. Donc je ne sais pas ce que sa femme est devenue après, si elle a continué à faire de la chimie, mais on prétend que c'était elle qui faisait toutes les expériences. Donc avec cette belle robe, maintenant, on serait incapable de rentrer dans un laboratoire, on serait interdit de laboratoire. Alors donc il a aussi donc, rationalisé la chimie avec la loi de conservation de la masse, c'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si on prend par exemple du soufre, en présence d'oxygène, on va faire du dioxyde de soufre. Si on ajoute une demi-molécule d'oxygène, on va faire le trioxyde de soufre. Et si on met de l'eau, on va faire l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, aussi appelé vitriol. Donc les Mésopotamiens connaissaient déjà le vitriol. Ils devaient prendre le soufre des volcans et à l'air, ça devait s'oxyder en présence d'eau, faisait de l'acide sulfurique. Donc en fait, vous voyez que la fabrication d'acide sulfurique, c'est une succession de 3 réactions. Et globalement, donc le soufre, en présence de 1,5 molécules d'oxygène et de l'eau, on fait de l'acide sulfurique. Donc en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'acide sulfurique si vous n'avez pas d'eau, et vous ne pouvez pas faire d'acide sulfurique si vous n'avez pas d'oxygène. Alors par exemple, on dit que sur Mars, il y a de l'eau. Donc en fait, je me suis toujours demandé comment on pouvait savoir qu'il y a de l'eau. Et en fait, c'est parce qu'il y a des sulfates, des carbonates. Donc forcément, il y a eu de l'eau. Pour avoir un sulfate, il faut forcément qu'il y ait eu de l'eau. Même s'il n'y a plus d'eau actuellement, il y a eu de l'eau. Donc après, avec cette loi de la conservation de la masse, vous voyez qu'on décrit des réactions chimiques qui sont toujours équilibrées. On a toujours le même atome d'un côté que de l'autre. Et donc ça a permis en fait de développer la chimie moderne, cette théorie. Alors la chimie, maintenant je vais montrer comment la chimie intervient dans plusieurs domaines. La chimie dans les arts. Donc l'homme peint depuis 30 000 ans avec des pigments naturels qui sont d'origine minérale, végétale ou animale. Avec l'industrie chimique, surtout au XVIIIe siècle, sont apparus les pigments artificiels qui peuvent être aussi minéraux et organiques. Donc grâce aux pigments de synthèse, on a des pigments qui sont beaucoup moins chers et ça va donner accès à de nouvelles couleurs. Alors là, je vous ai donné un tableau qui donne des couleurs donc, jaune, rouge, vert. Alors l'Astérix indique que ce pigment était connu depuis l'Antiquité.
quantité. Donc, vous voyez, on connaissait beaucoup. Ça, c'est la formule. Et cette petite croix dans cette colonne, c'est les produits naturels. Et ici, c'est les produits synthétiques. Donc, vous voyez maintenant que tous les pigments sont plus ou moins synthétiques. Alors, dans les cavernes, on trouve du noir, de couleur noire. Donc, ça, c'était soit noir de charbon, soit l'oxyde de manganèse. Et on trouve surtout des couleurs ocre ou rouge. Alors, en fait, quand on prend de la goethite et qu'on donc ces couleurs, ce sont de fer, des oxydes de fer. Donc il existe à l'état naturel des oxydes de fer. Donc on peut ramasser des pierres et on met dans l'eau et on voit que c'est un pigment. Et en fait, ils ont trouvé qu'en chauffant, donc, on pouvait passer d'un pigment jaune à un pigment rouge. Parce qu'on élimine une molécule. Donc en fait, ils faisaient déjà la chimie sans le savoir. Je vais passer maintenant au bleu. Donc le bleu d'outre-mer, donc vous voyez, utilisé depuis très longtemps, même dans l'Antiquité. Donc voici sa formule. Donc c'est un pigment qui est naturel. On le fabriquait à partir du lapis lazuli. On allait chercher en Afghanistan, donc c'est pour ça qu'on dit outre-mer, parce qu'il fallait aller très très loin, au-delà des mers, pour recueillir du lapis lazuli. Et ensuite, donc on l'a synthétisé. Donc évidemment, il est devenu beaucoup moins cher. Et le bleu outre-mer, c'est le bleu de Klein. Le bleu de Prusse, alors voici la formule du bleu de Prusse, ferricyanure de fer. Donc lui, il n'existe pas à l'état naturel, mais donc un chimiste, en fait, a découvert par hasard que ce produit pouvait donner donc un pigment bleu. Et ce qu'elle appelle le bleu de Prusse, et c'est la période bleue de Picasso. Donc là, vous voyez, c'est un pigment totalement artificiel. Alors on peut passer maintenant au violet. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun pigment naturel qui soit violet. Donc pour faire du violet, il fallait mélanger du bleu ou du rouge. Et il y a des pigments violets qui sont purement minéraux. Et en fait, en 1841, on a découvert l'aniline, donc chez la société BASF, une société allemande, en distillant l'indigo, qui est lui-même un pigment bleu. Donc l'aniline, en fait, l'aniline, c'est un noyau aromatique qui est substitué par une fonction LH2. Donc en utilisant ce genre de molécules, en la condensant avec d'autres molécules, on a fait un nouveau pigment qu'on appelle la mauvéine, donc qui était en 1856, et aussi on a fait des fuchsies. Donc en fait, grâce à ces pigments de synthèse, on a maintenant accès à de nouvelles couleurs. Et quand on regarde la peinture des peintres des nabis, on voit que dans les tableaux, il y a beaucoup de violet. Et ici, donc, Édouard Vuillard, en 1894, on voit ici donc, une robe qui est violette. Donc, à partir de ces années-là, on a pu acheter des petits tubes de pigments qui étaient donc de couleur violette. On a donc pu les utiliser facilement dans les peintures. Donc, l'histoire des blancs, les pigments blancs, c'est assez intéressant. Donc on voit que dès l'Antiquité, on utilisait du blanc de plomb pour faire de la peinture blanche, qui est appelée aussi blanc de Cérus. Donc évidemment, c'est à base de plomb, donc c'est toxique. Ensuite, on a utilisé du blanc de zinc, qui était un pigment artificiel aussi, extrait d'un minerai, la blinde. Et en 1919 est apparu le blanc de titane, donc TiO2. Donc c'est un pigment, maintenant il est utilisé parce qu'il est très lumineux. Donc en fait, tous les tableaux contenant du blanc de titane sont donc postérieurs à 1920, puisque avant 1920, ce blanc de titane n'existait pas. Donc il y a un faussaire, Beltraki, qui était un excellent peintre et qui composait des tableaux, des Renoirs, des Picasso. Donc il peignait à la manière de Renoir, de Picasso, de Modigliani, et en fait, il ne signait pas de son nom, mais il signait Renoir. Donc en fait, il y a beaucoup de ces tableaux qui circulent, parce qu'il était tellement bon que même les experts pensaient que c'était des vrais tableaux. Alors ce qu'il faisait aussi, il regardait les catalogues, et quand il y avait un tableau qui avait disparu, eh bien, il le refaisait à partir du catalogue. Donc il a décidé, donc il aimait beaucoup ce peintre, Campendorf, qui appartient au groupe des Cavaliers Bleus. Il y avait un tableau donc, qui avait été fait en 1914, qui était disparu, donc il a décidé de le refaire. Alors il était au courant qu'il ne fallait pas utiliser du blanc de titane, donc il faisait ses propres pigments. Et là, il a été un petit peu paresseux, il a utilisé un tube hollandais
où c'était indiqué fait à l'ancienne, donc il était persuadé que c'était du blanc de plomb. Et en fait, il contient 2 blancs de titane. C'est-à-dire que le tableau a été analysé et on peut, en analysant la peinture, trouver qu'il y avait 2% de blanc de titane. Donc forcément, ce tableau avait été peint donc, après 1914, puisque le blanc de titane n'existait pas encore. Donc il a été confondu par ce blanc de titane. Alors maintenant, l'impact de la chimie dans la médecine. Donc on trouve de nombreux médicaments, comme l'aspirine, qui sont des molécules chimiques. Donc dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Grecs et les Romains, ils suçaient des écorces de saule. Ils avaient remarqué que ça soulageait les douleurs. Donc en 1829, on a extrait la salicyline, donc cet acide salicylique, de l'écorce de saule. Ensuite, on a extrait de la reine des prés ce silicate de sodium. Donc vous voyez, c'est cette molécule qui a été ionisée. Et en 1853, Gerhardt, qui est un chimiste strasbourgeois, a acétylé cette molécule donc pour former l'acide acétylsalicylique qu'on appelle aspirine. Donc sa réaction n'était pas tellement au point, donc ça a été ensuite, le produit a été purifié par Hofmann, donc chez Bayer, et Bayer a commercialisé l'aspirine, et l'aspirine qu'on prend actuellement, c'est toujours l'aspirine Bayer. Vous pouvez regarder sur la boîte, c'est marqué Bayer. Et en 1882, Sabelson et Bergström ont utilisé le prix Nobel de médecine sur le mode d'action de l'aspirine. Donc l'aspirine, vous voyez, c'est une molécule très simple, et donc on en fabrique 48 tonnes par an, et donc qui est très, très utilisée. Le Doliprane, donc je pense que tout le monde a pris le Doliprane, moi j'en consomme soigné au Doliprane. Donc le Doliprane, vous voyez, c'est une molécule assez simple, c'est le paracétamol, donc paracétylaminophénol, acétominophényl chez les anglo-saxons. Donc cette molécule avait été isolée en 1878 par Morse, mais il n'en avait rien fait, elle n'avait jamais été testée. Et toujours à la BASF qui travaillait sur les anilines, donc vous voyez ici en fait vous avez une aniline. Donc il a demandé à ses chercheurs de modifier cette aniline et de voir si on ne pouvait pas fabriquer des produits intéressants. Donc ils sont retombés sur la molécule qui avait été isolée par Morse, donc le paracétamol, et on a découvert que cette molécule avait des propriétés analgésiques, soulage la douleur. Vous voyez, une molécule, en fait, une molécule très simple. Un anti-inflammatoire, aussi souvent prescrit, qui est l'ibuprofène. Vous voyez, c'est aussi une molécule très simple. Donc moi, j'ai pas mal travaillé sur la synthèse de cette molécule. Donc voici sa formule. Donc là, c'est pareil, elle a été isolée en 1878, mais on n'en avait rien fait. Et en 1860, Booth a fait des tests. Donc souvent, en fait, on prend des molécules et on les teste comme ça au hasard, et ils ont découvert des propriétés anti-inflammatoires. Donc il y a d'autres anti-inflammatoires de la même famille, comme le phénoproxène, le naproxène, le phénoprofène. Alors ils ont tous en commun cette partie de la molécule, et c'est celle-ci qui est différente. Donc vous voyez que tous les médicaments que nous consommons sont des molécules organiques, et qui somme toute sont quand même assez simples. Alors ici, je vais vous présenter, je ne vais pas du tout détailler, montrer qu'en fait notre propre organisme est une usine chimique. C'est le cycle de Krebs. Alors le cycle de Krebs, vous voyez, c'est un ensemble de réactions chimiques au sein de la cellule qui a pour but de fabriquer de l'énergie à partir de tout ce qu'on mange, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines. Donc surtout à partir des glucides, donc ça c'est le glucose, et qui à la suite de sa transformation via une enzyme, qui est aussi une molécule chimique, va se dégrader pour libérer de l'énergie sous forme d'ATP, de gaz carbonique, qui passe du sang au poumon, donc c'est pour ça que nous rejetons du gaz carbonique via nos poumons, et de l'eau. Donc ce cycle de Krebs se produit à chaque instant de notre organisme. Donc en fait, on peut dire que nous sommes une usine chimique, hein, et vous voyez que toutes ces molécules chimiques qui sont dégradées par des enzymes qui sont aussi des molécules chimiques. Donc notre corps est fait de chimie. Alors il y a aussi les hormones, nous fabriquons des hormones, des neurotransmetteurs. Donc la dopamine, vous voyez, c'est une molécule assez simple, qui régule l'humeur, donc elle est sécrétée dans le cerveau. Par exemple, on prend de la drogue, on a une sensation de bien-être, c'est parce qu'on fabrique de la dopamine dans le cerveau. C'est pour ça que la drogue est appelée dope dans les milieux en argot, dit la dope. Et aussi la sérotonine, vous voyez, c'est qui régule le sommeil.
Une autre molécule très importante, c'est l'adrénaline. Donc c'est un neurotransmetteur, une hormone, qui est sécrétée donc, suite à un état de stress, donc, ou après une forte activité physique, où le cœur est soumis à des fortes contractions. Et en fait, l'adrénaline répond à un besoin d'énergie. Par exemple, quand on a peur, on sécrète de l'adrénaline. Donc en fait, vous voyez que toutes nos hormones sont des molécules organiques qui sont quand même assez simples. Et donc nous sommes en partie contrôlés par la chimie. C'est-à-dire que c'est la chimie qui nous permet de dormir, qui nous permet d'être heureux ou de faire face aux dangers. Vous voyez, entre la dopamine et l'adrénaline, il y a quand même une très grande similitude. Hein. On voit ici une partie commune. Eh bien en fait, c'est parce qu'on fabrique de l'adrénaline à partir de la dopamine. Donc, voici ici ce qu'on appelle la biosynthèse, c'est-à-dire qu'à partir de la dopamine, on peut former donc épinéphrine, qui est l'autre nom de l'adrénaline, par deux réactions chimiques qui en fait sont faites grâce à des enzymes. Donc continuellement dans l'organisme, nous fabriquons des hormones, des neurotransmetteurs. Donc c'est une usine chimique qui fonctionne continuellement. Alors d'autres molécules sont un peu plus compliquées. Donc voici les endomorphines. Donc il y a 9 endomorphines. Donc vous voyez que c'est des molécules très grosses molécules que nous fabriquons et que en fait on peut faire aussi par voie chimique, hein, par synthèse. Et vous voyez qu'il y a de nombreuses étapes. Et là vraiment la nature, enfin notre corps est très fort, hein, puisqu'il peut synthétiser cette molécule. Donc les endomorphines sont sécrétées par l'hypophyse hypothalamus lors d'activités physiques intenses, des excitations, douleurs et orgasmes aussi. Donc on les retrouve dans le cerveau, la moelle épinière, le système digestif, et on appelle ça endomorphine, parce que comme la morphine, c'est des analgésiques qui procurent une sensation de bien-être et de faim. Vous voyez qu'on est capable de fabriquer des très grosses molécules dans notre organisme. Chimie et alimentation, donc l'eau. Donc l'eau, on ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'eau. Hein. Il faut en boire, on l'utilise tout le temps, pour faire la cuisine, partout, pour nettoyer. Donc voici l'eau. Et l'eau, en fait, est une molécule qui est neutre, qui est composée d'autant de protons, H+, que d'hydroxyde. Donc l'eau que nous buvons est neutre. Et si vous prenez du Coca-Cola, dont l'eau est majoritaire, mais il y a de l'acide phosphorique, et là, vous augmentez la concentration des protons, donc vous buvez quelque chose qui est acide. Si vous mettez du bicarbonate dans l'eau, vous augmentez la lésion H-, donc là, vous buvez une eau qui est un petit peu basique. Et l'eau qu'on boit, donc, est neutre. Alors, les alcools, donc, c'est voilà, la formule de l'éthanol, ce qu'on trouve dans les raisins. Alors, j'ai mis aussi la formule du méthanol, parce que je crois qu'autrefois, à partir du raisin de Noah, on fabriquait, la fermentation ne donnait pas d'éthanol, mais du méthanol, et là, c'était dangereux parce que ça agit sur les yeux. Le vinaigre, l'acide acétique, voilà, une formule assez simple, et le sel de cuisine. Alors, on trouve aussi donc, des excitants, hein, comme la caféine et la théine. Alors vous voyez que la caféine et la théine ont exactement la même formule. Et ce qui est intéressant, c'est que ces molécules sont aussi des insecticides. C'est-à-dire que par exemple, dans les pousses de café, dans le caféier, dans les feuilles, il y a de la caféine. Et les insectes, quand ils grignotent les feuilles, eh bien ils meurent, parce que c'est un neurotoxique. Donc, évidemment, pour nous, c'est pas très dangereux, mais à l'échelle de l'insecte, ça peut être très dangereux. Il y a la théobromine qu'on trouve dans le chocolat. Et vous voyez que la formule de la théobromine et celle de la caféine et théine sont très similaires, sauf que ce groupement CH3, qu'on appelle un groupement méthyle, a été remplacé par un hydrogène. Et aussi la formule de la nicotine. C'est aussi assez simple et plus toxique que la caféine et la théobromine. Donc, chimie à l'alimentation. Alors, je vais vous montrer qu'en faisant du caramel, on fait de la chimie. Le saccharose, en fait, était l'association de deux molécules, le fructose, le glucose, qui se condensent en perdant une molécule d'eau. Maintenant, vous prenez du saccharose, donc du sucre, que vous rajoutez de l'eau et que vous chauffez, vous allez casser cette molécule en fructose et glucose, et à haute température, le fructose va donner ce dianhydride de fructose, qui est responsable de la couleur brune du caramel. Tandis que le glucose, lui, va donner du maltol, et c'est responsable de la saveur du caramel. Donc quand on chauffe encore plus, à 204 degrés, eh bien, on fabrique un colorant alimentaire, E150. Donc ce colorant alimentaire est tout à fait naturel, puisque c'est du caramel. Donc en faisant du caramel, eh bien, en fait, on fait de la chimie, une chimie qui est quand même assez complexe.
chimie et alimentation, la levure. La levure, c'est une poudre blanche qui est utilisée pour faire gonfler les pains et les pâtisseries. Donc la levure est constituée d'un agent basique, qui est du bicarbonate de sodium, et d'un agent acide, qui est l'acide tartrique, c'est E334, donc ça c'est l'acide naturel. Il y a aussi un acide de synthèse, qui est le pyrophosphate de sodium, E450. Donc un acide et une base, en général, ça réagit ensemble. Donc en fait, on ajoute un agent stabilisant, l'amidon, qui permet de séparer donc, la base de l'acide. Mais en présence d'eau, en fait, vous faites une réaction acide-base, c'est-à-dire que les protons vont réagir avec le bicarbonate de sodium selon cette réaction, et on dégage du dioxyde de carbone, c'est un gaz, et c'est ce qui fait gonfler la pâte du boulanger. À chaud, donc par exemple dans les gâteaux, eh bien, le bicarbonate se décompose pour former donc, du CO2 et du carbonate de sodium, qui est parfaitement inoffensif. Et là aussi, on fabrique du CO2, donc ça fait gonfler les gâteaux. Alors les Égyptiens connaissaient déjà le bicarbonate de sodium, qui récupérait au bord des eaux saumâtres. Et en fait, ils l'employaient pour purifier leur logis, pour l'hygiène de leur corps et aussi pour se frotter les dents. Donc on verra plus tard que c'est bon de se frotter les dents avec quelque chose qui est basique. Donc eux, ils utilisaient le bicarbonate de sodium. Alors chimie et alimentation, donc quand vous achetez un produit, enfin genre des gâteaux, vous voyez toujours qu'il y a matière grasse, donc acide gras saturé, acide gras insaturé, acide gras 6 ou 30. Alors un acide gras, c'est un acide carboxylique à longue chaîne et il est stocké dans l'organisme sous forme de triglycérides. Donc un acide gras saturé comprend donc une chaîne, donc un acide, ça c'est la fonction acide, il comprend une chaîne aliphatique, toujours avec un nombre pair de carbone, qui est complètement saturé. C'est-à-dire que vous avez là 2 hydrogènes pour chaque carbone. Donc ça c'est la formule de l'acide palmitique, donc c'est l'huile de palme. Donc en fait c'est assez mauvais d'en consommer parce qu'en fait il est très peu dégradé dans l'organisme. Donc il s'accumule dans les artères. Alors on a aussi des acides gras insaturés. Donc là, au lieu d'avoir des chaînes carbonées saturées, on a des insaturations. Donc on représente ici par ces doubles liaisons. Et voici l'acide stéroïdique qui est oméga 3. Donc évidemment, c'est plus intéressant de consommer des acides gras insaturés parce que comme ils sont insaturés, ils vont pouvoir être dégradés dans l'organisme. Alors qui dit acide gras insaturé dit deux formes, la forme trans et la forme 6. Donc à l'état naturel, on a des formes 6 qui sont donc non nocives, mais les trans sont des acides gras insaturés artificiels. Et vous voyez que ces acides gras trans sont beaucoup plus rigides que ceux-là, donc ils ressemblent beaucoup plus à cette chaîne-là, et donc évidemment ils sont plus toxiques, enfin sont moins bons que les acides 6. Donc en fait, il vaut mieux consommer des acides gras insaturés, et parmi les trans et lucides, consommer le 6. Alors chimie et entretien, donc l'eau de Javel, l'eau de Javel c'est une molécule chimique, une solution d'hypochlorite de sodium, donc NaClO, donc Na+, ClO-, et c'est utilisé comme désinfectant et décolorant parce que c'est un oxydant. Donc si vous avez fait brûler sur votre casserole, vous avez fait brûler quelque chose dans votre casserole, vous avez une poudre noire, c'est du carbone, mettez de l'eau de Javel et on oxyde le carbone en CO2 et tout disparaît. Alors là, il y a un danger, c'est qu'en fait, l'eau de Javel ne doit absolument pas être mise en contact avec un acide. Donc l'eau de Javel, dans sa fabrication, elle contient des chlorures, et quand on met un acide, on décompose au feu du chlore. Donc on fait là un gaz toxique. Donc faire attention, l'eau de Javel, ne pas mélanger l'eau de Javel avec un acide. Donc les savons. Donc le savon est un très vieux produit qui a été fabriqué à Alep, en Syrie, donc il y a 3500 ans. En fait, c'est le plus vieux savon du monde et il a diffusé en Europe au XIIe siècle via le retour des croisés qui ont donc importé le savon. Alors, comment on fabrique un savon? Eh bien, un savon est fabriqué à partir de graisse animale ou d'huile végétale. Donc ici, c'est le savon de Marseille, avec l'huile végétale, et en fait, sous forme de triglycérides. Donc, en fait, on ajoute une base, ici, donc de l'hydroxyde de sodium, NaOH,
Alors on fait une réaction à haute température qu'on appelle une saponification, c'est-à-dire que les hydroxydes vont casser la liaison carbone-oxygène. Donc on forme le glycérol, qui est un adoucissant, et on forme un savon. L'autre partie de la molécule, c'est un savon, donc vous voyez que c'est un carboxylate associé au sodium. Donc ça, c'est un savon solide. Si vous prenez, au lieu de prendre de la soude, vous prenez de la potasse, donc le cation devient du potassium, et là on a un savon liquide. Vous voyez, en variant le cation de l'hydroxyde, on a soit un savon solide, soit un savon liquide. Alors si on regarde la composition donc, sur ce savon d'Alep, bon, ici c'est écrit en anglais, hein, vous voyez, sodium laurate. Donc le lauréat de sodium, en fait c'est cette molécule. Donc vous voyez, c'est un carboxylate que j'ai représenté en rouge avec une chaîne, donc exactement comme on a vu tout à l'heure. Donc un savon est formé d'une chaîne de carbone saturé et elle contient donc une tête polaire qui est le carboxylate. Alors comment ça marche? Donc en fait, la peau, c'est on a une couche derme, épiderme, et ensuite une petite couche est un film hydrolipidique qui est constitué d'eau, donc qui permet d'assurer l'hydratation de l'eau et de graisse. Donc évidemment, ce film doit être protégé des bactéries, des microbes et des saletés, donc c'est pour ça qu'on se lave. Alors comment ça marche? Donc là, ici, je représentais le savon avec sa tête polaire, donc le carboxylate, et cette tête polaire est très avide d'eau, donc elle est hydrophile. Alors que la chaîne, elle, est lipophile, elle va donc être attirée par les graisses. Donc si vous avez quelque chose de gras sur la peau, qui contient éventuellement des microbes ou des bactéries, eh bien ce savon va interagir ainsi, c'est-à-dire la queue du savon va interagir avec la graisse, tandis que la tête, qui est hydrophile, va être attirée par l'eau. Donc en fait, tout va passer dans l'eau. Donc, grâce au savon, vous éliminez la graisse, et si elle contient des microbes et des bactéries aussi, donc vous éliminez la graisse qui est sur votre peau. Et donc, en fait, on protège la peau des bactéries, des microbes et des saletés. Alors, si je reviens donc à la bouteille de shampoing, vous voyez ici, donc, il y a de l'eau, hein, et aussi sodium lauréate sulfate. Donc, c'est souvent écrit en anglais, là, c'est écrit en chinois. Donc, voici la formule. Donc vous reconnaissez aussi cette petite chaîne carbonée, et là on n'a pas un carboxylate mais un sulfate. Donc c'est ce genre de molécule avec une chaîne qui est lipophile, donc qui aime la graisse, donc qui va dégraisser vos cheveux, et cette partie qui aime l'eau, donc ça va permettre de laver les cheveux. Ce genre de molécule, ça s'appelle des tensioactifs. Donc là on a un tensioactif anionique, parce qu'ici on a un anion, donc c'est des agents lavants. Mais quand vous faites un shampoing, souvent vous utilisez ensuite un agent démêlant, et c'est des tensioactifs cationiques. Donc là, c'est des agents démêlants. Donc ici, maintenant, on a un cation. Alors vous voyez qu'il y a tout un tas de molécules chimiques. Hein. Vous avez des stabilisants. Bon, ici, je vois que les types parabènes, donc maintenant, c'est plus trop conseillé d'en mettre. On voit des parfums comme le géraniol, le citronellol. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de produits chimiques. D'ailleurs, on se demande si vraiment tout sert à quelque chose. Là, il y en a qui sont des stabilisants, des parfums. Et le lessive fonctionne exactement de la même façon. Mais quelquefois, on a encore des additifs. Hein. On peut mettre des assurants qui permettent de rendre le linge blanc encore plus blanc. Et c'est exactement le même principe. Donc en fait, c'est des tensioactifs qui ont pour rôle, donc par la petite queue lipophile, d'arracher toutes les graisses et de faire tout passer dans l'eau grâce à la tête hydrophile. L'argent, on sait que l'argent voici à l'air parce qu'en fait il réagit avec le sulfure de l'hydrogène. Donc l'argent qui était à l'état métallique se transforme en Ag+, donc il y a eu une oxydation. Donc pour retrouver de l'argent, il va falloir faire une réduction. Donc l'Ag+ est réduit en argent en utilisant un réducteur, comme par exemple l'aluminium. L'aluminium réduit l'argent qui était sous forme cationique en argent métallique et génère donc des cations aluminium qui eux sont solubles dans l'eau. Donc procède, vous prenez de l'eau légèrement chaude, vous ajoutez du sel de cuisine, on fait contact entre la pièce argentée qu'on veut nettoyer et une feuille d'aluminium, ou mieux encore une feuille de zinc, et vous retrouvez donc votre argent tout brillant, et en fait on élimine donc la petite couche de sulfure d'argent qui noircissait donc l'argent. Alors, encore un exemple dans l'entretien, le tartre des canalisations, des bouilloires, c'est composé de carbonate de calcium, est un solide blanc insoluble dans l'eau.
Donc on peut le détruire par réaction avec un acide. Par exemple, on prend du vinaigre. Le vinaigre contient de l'acide acétique, qui est un acide. Et cet acide va donc décomposer le tartre, le carbonate de sodium, pour donner donc de l'acide carbonique qui va se décomposer en eau et en CO2. Donc si vous faites, je pense que tout le monde a rajouté un peu de vinaigre dans une bouilloire entartrée, on voit des petites bulles qui se forment, c'est du dioxyde de carbone. Donc on décompose le tartre et donc en CO2, en eau, et puis là on forme des sels, du carbonate, de l'acétate de calcium qui lui est parfaitement soluble dans l'eau. Donc là aussi, hein, c'est une réaction chimique, on fait de la chimie sans le savoir. Donc l'émail des dents, eh bien l'émail des dents c'est de l'hydroxyapatite, voici la formule, un phosphate de calcium avec un hydroxyde, donc ça veut dire que c'est basique, et ça va donc être attaqué par des acides par H+. Donc les bactéries dans la plaque dentaire transforment le sucre qu'on mange en acide lactique, et l'acide lactique va réagir avec l'hydroxyapatite, et donc va le détruire, et donc c'est pour ça qu'on forme des caries. Il ne faut pas manger beaucoup de sucre. Et donc récemment, on a introduit des ions fluorure dans les dentifrices. Donc évidemment, en se brossant les dents, on élimine la plaque dentaire, les bactéries, donc on diminue l'acidité de la bouche. Donc en fait, on protège les dents. Mais en rajoutant des ions fluorure, on renforce l'émail des dents parce qu'on transforme l'hydroxyapatite en fluoroapatite. Donc en fait, on a un fluor qui remplace l'hydroxyde. Et ce fluoroapatite, eh bien, en fait, lui, il ne réagit pas avec les acides. Donc l'émail se trouve renforcé. Mais là aussi, il y a une question de dosage. Hein, il ne faut pas trop de fluor, parce que cette si on transforme tout l'émail des dents en fluoroapatite, ça c'est très, très cassant, et en fait, les dents se cassent. Alors j'avais lu que dans les sacs, dans la région où on fabriquait l'aluminium, les animaux, les chèvres en particulier, mouraient. Alors on fabrique l'aluminium à partir de la bauxite, l'hydroxyde d'aluminium, c'est une réaction électrochimique, ils font un électrolyte, et cet électrolyte contenait des ions fluorure. Donc on rejetait beaucoup de fluorure dans l'atmosphère, ça se retrouvait dans l'herbe, et les animaux donc mangeaient des fluorures en quantité importante, donc leurs dents se sont durcies, leur formation de fluoroapatite, elles sont tombées, et en fait ils sont morts parce qu'ils ne pouvaient plus manger. Donc là aussi, les fluorures à faible dose, c'est pas toxique, mais évidemment, à forte concentration, ça peut devenir dangereux, parce qu'on casse l'émail des dents. Donc, autre présence de chimie dans la vie courante, eh bien, les matières plastiques. Hein, donc, on est entouré de matières plastiques. Hein, vous voyez ici les Legos, les bouteilles plastiques, enfin bon, les objets de cuisine, les emballages. Alors qu'est-ce que le plastique? Ce sont des polymères. Donc les polymères, ce sont des grosses molécules, des macromolécules, qui en fait sont des enchaînements de petites molécules qu'on appelle monomères. Donc une petite bille grise, ici c'est un monomère. Donc vous voyez qu'on peut faire donc ce sont des molécules insaturées qui vont pouvoir réagir les unes sur les autres. Et donc on fait des chaînes qui sont en fait des polymères. Donc ici les chaînes sont indépendantes. Mais on peut aussi faire des polymères réticulés, c'est-à-dire qu'en ajoutant donc un autre produit chimique, représenté par la petite boule noire, on va pouvoir donc faire des réticulations et faire des polymères beaucoup plus denses. Alors il existe des polymères naturels, donc par exemple la cellulose, c'est un polymère naturel, dans le bois, le papier. Dans les textiles naturels, on trouve des polymères, le chanvre, le lin, le coton, le latex, qui est le caoutchouc, et les fibres animales aussi sont constituées de macromolécules, de polymères, comme le collagène dans le cuivre, et la kératine dans la soie et la laine. Alors maintenant, bien sûr, il existe des polymères de synthèse. Donc on sait faire maintenant des macromolécules qui vont pouvoir servir comme matière plastique, comme colle, résine, fibre textile. Donc là, rapidement, je vous ai donné des polymères. Donc le PE, c'est le polyéthylène. Donc c'est le polymère le plus simple qu'on puisse trouver. Donc en fait, l'éthylène, c'est une molécule avec 2 carbones. Il possède une insaturation. Donc les molécules peuvent réagir les unes sur les autres. Bon, souvent, il faut des catalyseurs.
et on fait donc du polyéthylène. Si on prend le propène, on fait du polypropylène. Donc ça, c'est les emballages des bouteilles. On peut faire du polychlorure de vinyle, du PVC, du polystyrène. Donc tout ce qui est... quand vous achetez une télé, elle est toujours emballée avec un solide blanc qui est formé de toutes petites bulles. Ça, c'est du polystyrène. Alors, on peut aussi fabriquer des fibres textiles, hein, comme le polytéréphtalate d'éthylène, le PET, ou le nylon. Donc maintenant, hein, on trouve beaucoup de polymères de synthèse. Vous voyez que les applications sont très importantes dans la vie courante. Donc si un plastique est trop dur, on va ajouter ce qu'on appelle un plastifiant qui rend le polymère plus flexible et on utilise des phtalates. Et maintenant, les phtalates sont très attaqués parce que c'est des perturbateurs endocriniens. Donc il va falloir trouver autre chose pour en fait rendre le polymère plus flexible. Donc je vais arrêter là pour les applications. Donc il y a de nombreuses applications de la chimie. Donc, en fait, tout autour de nous, tout est chimie en fait. Et donc, bien sûr, la chimie peut être dangereuse. Hein, une utilisation non maîtrisée peut être néfaste. Donc, certains produits chimiques ont pollué la Terre, mais en fait, ce sont les chimistes qui vont pouvoir dépolluer, parce qu'il faut savoir comment transformer ces produits chimiques polluants, comment les transformer en produits chimiques non polluants. Mais bien maîtrisée, la chimie a largement contribué au développement de l'humanité. Et donc la chimie, c'est notre quotidien, et la chimie est à l'origine de la vie. Donc sans chimie, sans réaction chimique à l'intérieur de notre organisme, nous ne pourrions pas vivre. Voilà, je vous remercie pour Vous l'avez branché? Et voilà. Bonsoir. Je voulais vous demander, j'aurais bien voulu avoir la définition d'un oxyde. la définition d'un oxydant. Non, c'est parce que vous avez parlé par exemple du fer qui n'existe pas à l'état naturel mais sous forme d'oxyde. Oui. J'aurais voulu que vous développiez cette notion. Alors, donc je vous ai dit que parmi les 94 éléments, il y en a très peu qui existent à l'état naturel, et les autres, ils sont sous forme d'oxyde, de sulfure, de carbonate, etc. Donc, l'oxyde de fer, en fait, l'oxyde de fer, c'est la rouille en quelque sorte. Ça vient de la réaction de du fer métallique avec l'oxygène. Donc là, on appelle une oxydation parce qu'on ajoute de l'oxygène à un atome. On le transforme, en fait c'était du fer à l'état 0, donc métallique, qui devient du fer au degré d'oxydation 3. Donc le fer a été oxydé par l'oxygène. Mais les réactions d'oxydation ne sont pas toutes dues à l'oxygène. Hein. On peut donc retirer des électrons à une molécule, et donc on appelle ça une oxydation. Et la réduction, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on donne des électrons à un atome. Oui. J'ai lu récemment que l'épigénétique était, vous êtes au courant un petit peu de ce qu'on entend par épigénétique, était lié à la manière dont des radicaux CH3, donc méthyle, on appelle ça d'ailleurs la méthylation, venaient se fixer ici ou là sur l'ADN, et suivant le cas, cela activait certaines potentialités du génome, ou au contraire, cela les bloquait. Est-ce que vous avez assisté à des séminaires où on parlait de cela? Non, en fait, on parle beaucoup des radicaux libres. Radicaux libres en général. Oui, oui. Par exemple, OH-, c'est un radical qui, en fait, est très réactif. Et, CH3, c'est pareil. Donc, en fait, il faut éviter d'avoir des radicaux libres. Vous voyez, par exemple, des publicités pour des crèmes en cosmétique, on vous dit c'est contre les radicaux libres. Et ces radicaux libres CH3 se forment comment selon vous? Alors là, CH3, je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Parce qu'il semble jouer un rôle très très important dans l'affaire justement de la génétique. Et donc c'est une, si je comprends bien, c'est le carbone, il y a encore une liaison disponible. Oui, c'est ça. Et Oui. il va aller donc... Oui, par exemple, si vous avez une molécule insaturée avec une double Voilà. liaison, elle va être attaquée par un CH3 ou un OH3. D'autre part, je me suis aperçu en regardant certains éléments fondamentaux impliqués dans la vie que le groupe benzénique, enfin Oui. le C6, le noyau benzénique, Oui, joue un rôle très important. J'ai vu aussi que parfois il y avait des pentagones avec de l'azote oui, et qui étaient associés à ce groupe benzénique. Et ceci semble jouer un rôle très très important, je dirais, dans les alliances gracieuses de la vie. alors le benzène est très toxique, donc maintenant c'est interdit dans les laboratoires. Moi je me souviens, je faisais une réaction chimique avec du vent de benzène, il fallait que je dégaze, donc je faisais brûler de l'argon. Et j'ai passé la visite médicale et on m'a convoqué en me disant que je faisais une benzénémie. C'est-à-dire que en fait, j'avais un taux de globules rouges qui était très faible, dû au benzène. Donc maintenant, le benzène est interdit dans les... On préfère retenir le caractère aromatique qui Oui. arrive comment? Oui, enfin c'est une molécule qui est petite aussi. Si vous prenez le toluène, il y a juste un CH3 en plus, il est beaucoup moins toxique. Donc en fait, ça provoquait une diminution des globules rouges. Merci. Donc les molécules avec comme vous dites, un pentagone associé, en fait j'en ai montré ces molécules-là, hein, mais en fait il y en a qui sont pas toxiques. J'aurais voulu savoir quelle est l'origine des mots trans et cis. Ah oui, trans et cis. En fait, maintenant, on dit plus... Donc, cis, ça veut dire du même côté, et trans, c'est le côté différent. En fait, maintenant, on ne dit plus trans et cis, on dit Z et E. Donc, Z, c'est zusammen, en allemand, donc c'est cis, et puis E, c'est entgegen. Donc, en fait, quelque chose qui est trans, c'est opposé, comme ça, et cis, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas, c'est du latin. Non, ça vient de BASF peut-être. Comment? Ça vient peut-être de BASF, non? Ah ben les Z et E, oui, probablement. Oui, oui. Excusez-moi, j'ai une autre question. J'aurais bien aimé que vous parliez, parce que vous avez parlé de Lavoisier, Oui. mais ensuite, j'aurais bien aimé que vous parliez des grands laboratoires, enfin des débuts de l'exploitation de la chimie au niveau commercial, au niveau de la façon dont ça s'est répandu, vous voyez, dans la société. De la façon... Comment se sont créées les grandes sociétés chimiques industrielles? Oui. En fait, c'est surtout en Angleterre, en France et en Allemagne. Hein. Il y a eu Rhône-Poulenc en France, la BASF en Allemagne. Mais en fait, c'est tout venu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. C'est venu avec l'industrialisation aussi. Oui, je voulais savoir si c'était toujours à partir de la radiographie X que l'on détermine la structure des molécules aujourd'hui, la cristallographie. Oui, alors les rayons X, c'est l'ultime preuve. Hein. Oui. Vous avez une molécule, si vous arrivez à la cristalliser, et si vous arrivez à faire des rayons X, là vous voyez la structure définitive. Mais maintenant, on a d'autres méthodes qui permettent de dire, voilà, on a la RMN, la résonance magnétique nucléaire, qui nous permet donc c'est la résonance du proton. Donc on voit, par exemple, si on a un carbone avec deux hydrogènes, un hydrogène ou trois hydrogènes, on peut le voir par RMN. Donc on a le spectro de masse qui nous donne la masse de la molécule. Donc avec la masse de la molécule, la RMN, bon, l'infrarouge qui permet de caractériser certaines fonctions, on peut dire on a formé cette molécule. Mais évidemment, si on arrive à avoir des cristaux, les rayons X, c'est l'ultime point.
Je voudrais savoir pourquoi la chimie a si mauvaise réputation. Bon, d'abord, on a l'impression qu'il faut apprendre par cœur. Et en fait, ça, je trouve que c'est complètement erroné, parce qu'en fait, il suffit de réfléchir. Hein. On voit que si on a un centre positif, riche, si on a un centre positif, déficient en électrons, et un centre négatif, riche en électrons, ça va réagir. Enfin, moi, je sais que... en fait, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Il suffit, quand on voit une molécule, il suffit de réfléchir et on arrive à trouver les réactions. Et souvent, on dit que la chimie, c'est apprendre par cœur. Donc, les gens préfèrent les maths ou la physique. Bon, maintenant, dans la société, ben, la chimie, c'est toujours ce qui sent mauvais, ce qui est dangereux. Donc, quand un camion qui transporte un produit chimique se le renverse sur la chaussée, on dit, bon, ben, c'est la chimie, alors qu'en fait, c'est le camion qui a eu un problème. Mais, bon, mais il y a des produits très dangereux, ça c'est sûr. Tous les acides, très dangereux, toutes les bases, à l'état concentré pur, c'est très dangereux. Et il faut bien maîtriser ce qu'on fait. Et cette chimie industrielle et de synthèse Oui. est dangereuse, mais elle existe dangereuse également à l'état naturel. C'est-à-dire que les acides qui sont contenus dans des plantes, dans des minéraux, sont également... donc on le voit avec... Moi, j'avais assisté à une conférence sur quelqu'un qui analysait les métaux lourds dans la mer. En fait, dans la mer, il y a une espèce de gradient de concentration et il y a la peau de la mer qui concentre les métaux lourds. Et en fait, il démontrait que, évidemment, tout près si la mer est dans un port où il y a une industrie chimique, il va y avoir une concentration de métaux lourds très importante. Mais en fait, d'après lui, les métaux lourds, donc le mercure, l'arsenic, le plomb, c'est déversé par les volcans. Donc les volcans sur Terre et surtout les volcans dans les mers, qui en fait sont en perpétuelle éruption. Donc en fait, il y a des... En fait, la nature aussi est dangereuse en quelque sorte. Comment? Ah oui, bien sûr. Non, mais il faut éviter de... Non, il faut éviter de polluer, ça c'est sûr. Hein. Mais maintenant, on commence à prendre conscience que c'est vrai. Il me paraît que quand même lorsque les métaux, que la chimie à l'état naturel est quand même moins dangereuse et moins polluante que la chimie transformée, tous les médicaments que l'on fait, tous les engrais, tous les pesticides, Oui. etc. Donc ça me paraît quand même plus polluant et plus dangereux pour l'homme que la chimie à l'état naturel. Et par exemple, en Indonésie, il y a un volcan, et autour du volcan, il y a un lac d'acide sulfurique. Ouais. Non, ben on sait. Oui, mais enfin, bon, la chimie rend quand même service. Hein. Je pense que les effets bénéfiques, ne serait-ce que sur la santé, s'il n'y avait pas de médicaments, on serait tous morts. Hein, Mais c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais je pense que de plus en plus, les industriels ont conscience qu'il faut faire attention. Hein. Maintenant, on parle de chimie verte. Donc en fait, les recherches, maintenant, on essaie de faire de la chimie verte, c'est-à-dire dans des solvants non toxiques, principalement l'eau, voilà. Donc si vous voulez avoir de l'argent, il faut faire de la chimie verte. Je crois qu'il y a quelques semaines, il y a eu une information à propos du fluor, justement, qui avait été conseillée par tous les dentistes, et Oui. on s'est aperçu il y a peu de temps, où il y a des articles qui sont parus dans ce Oui. justement sur cet effet nocif de la bulle de fluor. Oui. Est-ce que c'est simplement le durcissement de l'émail? Ah oui, ou il y a je d'autres- pense que ça rend l'émail cassant. Ah, c'est bien que ça. Très dur et cassant. Peut-être que dans la chimie En de fait, il synthèse, suffit de brosser ses dents avec un peu de bicarbonate, parce que le bicarbonate c'est basique, donc ça va neutraliser l'acide lactique. C'est pour ça que les Égyptiens, s'ils se brossaient les femmes, se frottaient les dents avec du bicarbonate. parce que peut-être que cette chimie de synthèse
elle est nocive parce qu'elle est beaucoup plus utilisée, parce qu'elle est utilisée par chacun de nous, parce qu'elle est beaucoup plus diffusée que la chimie naturelle, qui avant était beaucoup moins utilisée, et c'est pour ça qu'elle est nocive. On la considère plus nocive que la chimie naturelle. Mais, et peut-être qu'aussi, on ne sait pas quels sont tous les effets secondaires ou induits de certaines molécules de synthèse nouvelles. Et Jean-Marie Laine, le prix Nobel de chimie, a écrit un article dans le Monde en disant qu'en fait les molécules faites dans l'industrie chimique sont souvent plus pures que les molécules naturelles. Parce qu'évidemment, quand on fabrique une molécule, on sait la purifier, l'isoler, la purifier. Et quand vous prenez une molécule naturelle, enfin, elle est avec plein d'autres trucs, hein, donc en fait, vous pouvez vous intoxiquer par tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, les molécules de synthèse sont pures. Bon, alors le problème, c'est qu'on en consomme peut-être à des doses trop élevées par rapport à ce qu'on trouve dans les aliments. On en consomme beaucoup plus qu'avant. Dans le produit, on en consomme beaucoup plus qu'avant. Oui. Oui, je désirais savoir si on avait avancé sur la compréhension des mécanismes d'apparition de la vie, sur la base du carbone d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que vous pensez des potentialités de la vie autour du silicium? Est-ce que vous avez entendu des choses là-dessus? Sur le silicium, non, mais bon, l'origine de la vie, alors on pense que en fait, si on a du dioxyde de carbone, de l'azote, de l'ammoniac, NH3, avec des catalyseurs, ben, en fait, vous pouvez fabriquer des acides aminés en quelque sorte. Donc il y a des expériences qui ont été faites comme ça, où on mélange du dioxyde de carbone, de l'ammoniac, catalyseurs au fer, etc. Et on fabrique des molécules organiques. Oui, dans l'espace interstellaire, on trouve effectivement des acides aminés et tout ce genre de choses, mais à partir de là, ce sont des pointillés, j'imagine. On ne sait pas encore exactement. Oui, c'est des hypothèses. Des Ça hypothèses. a dû se Mais on former sait- comme ça. voilà, mais mais on sait- alors après, l'origine du dioxyde de carbone et de l'ammoniac, ça c'est autre chose. Mais ce qui est féerique, c'est que ça relève des potentialités précisément de la chimie, pour parler simple, de l'électrodynamique quantique. C'est-à-dire que, en revenant à la discussion qu'on avait tout à l'heure, il y a tellement de possibilités de combinaisons possibles qu'offre justement la chimie, pour parler simple, que lorsqu'on s'aventure dans la synthèse, effectivement, il faut agir avec prudence. Par contre, le silicium, vous voulez remplacer la chimie du carbone par la chimie du silicium? Oui, j'avais entendu dire à une époque qu'il pourrait y avoir, vu que ils ont la même structure parce qu'ils électronique sont externe, dans dans la même oui, verticale, oui. ils sont côte à côte, Oui. mais c'est-à-dire que le SO2 par exemple et le CO2, mais ils ne doivent pas avoir les mêmes températures, Oui. etc. Mais, donc vous n'avez jamais entendu de débat là-dessus? Non. Y a-t-il d'autres questions? Je crois. Oui, pardon. Bonsoir. C'est une question qui est... En fait, je m'étais posé quelle est la différence entre un minéral et un minerai? Oui, parce que j'ai dit que la chimie minérale, oui. Oui, un minerai, en fait, c'est en fait un métal qui est sous forme d'oxyde, de carbonate, de sulfure, de sulfate, etc. Et à partir de ce minerai, vous pouvez isoler, donc par une réaction chimique, le métal. Donc, ce qu'on appelle chimie minérale, c'est en fait c'est tout ce qui n'est pas la chimie du carbone, en quelque sorte. Et maintenant, on ne parle même plus de chimie, on n'emploie plus le mot de chimie minérale. On dit chimie de... comment on dit chimie organique et... Bon, la chimie inorganique, mais le nom m'échappe, mais autrefois, on parlait de chimie minérale. Bon, mais la chimie du soufre, c'est aussi une chimie minérale, vous voyez, c'est tout ce qui n'est pas chimie du carbone, qui est chimie organique.
il existe même un minéral qui est fait avec du carbone, c'est le charbon. Bah oui, Il est d'accord. d'origine. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas de. Il est à l'état de carbone, quoi. Il n'y a pas de liaison carbone-hydrogène. En fait, c'est pas vraiment un métal. Enfin, c'est métallique, mais plutôt un métalloïde, quoi.